Vanessa, bienvenue sur Ça se passe. Je suis contente d'être là. Oui, je suis content que tu sois là. Je demande tout le temps aux invités au départ comment qu'on se connaît, mais dans ton cas, ce sera pas une relation qui date de décennies. Je vais faire le meilleur culpa. J'ai directement outreach sur LinkedIn parce que le but, c'est d'avoir des professionnels en SaaS et des founders en SaaS qui sont fucking sharp sur le podcast, qui peuvent apprendre des trucs aux autres, partager des histoires. Puis ça faisait une couple de fois qu'Unito popait dans mon feed ou dans mes conversations avec du monde. Maxime Garand-Rousseau qui est venu sur le pod, sa copine Gabrielle, elle est chez vous comme PMM. Puis là, j'étais comme, cette personne-là, dans cette compagnie-là, je checkais un peu ton pedigree, tout ça, j'étais là, je la veux sur le pod. Puis, écoute, tu m'as pas ghosté, tu m'as répondu, tu m'as dit « What's up? C'est quoi un peu ce que tu fais? » Puis là, t'es là, fait que je suis vraiment reconnaissant. Pareil, je suis super contente. Merci. Good. Fait qu'au départ, juste pour dresser un portrait un petit peu chronologique de ton parcours professionnel, je demande tout le temps un mini recap. Juste des highlights de qu'est-ce qui t'a amené dans ton rôle de CPO puis VP marketing chez Unito aujourd'hui. Je vais quand même commencer avec ma tendre enfance parce qu'il y a certains éléments qui sont pertinents. Je dirais que la chose peut-être la plus pertinente et qui a un impact maintenant sur ma vie professionnelle, c'est le fait que j'ai beaucoup déménagé. Je suis née au Venezuela, j'ai habité 5 ans aux États-Unis, j'ai habité 3 ans en Thaïlande, j'ai habité à Singapour, en France. Mon accent va le trahir. Et donc, en fait, j'ai vraiment eu à m'adapter, à évoluer très vite quand j'étais enfant. Et je pense que d'une façon générale, ça impacte la façon dont j'approche ma vie professionnelle aussi. Je suis assez à l'aise avec l'ambiguïté, avec le changement, avec s'adapter à des personnes, à des environnements vraiment... Des marchés différents. Exactement. Et donc, ça a eu un impact. Mais pour venir vraiment plus sur des questions professionnelles, en fait, au début, je me sentais pas particulièrement destinée à faire de la tech. Mais en 2006, je crois, j'étais à Singapour. Je travaillais pour JCDecaux, qui est en fait la plus grande compagnie au monde de publicité extérieure, celle qui fait des panneaux dans les aéroports, dans les abribus, etc. Et à Singapour, à cette époque-là, il y avait déjà des smartphones et tu pouvais déjà faire des choses qui étaient folles d'un point de vue technologie, que je voyais dans un médium qui est assez archaïque parce que quand on y réfléchit, des panneaux publicitaires, c'est très statique, voilà. Mais là-bas, tu pouvais télécharger de la musique à partir d'un abribus sur ton téléphone. L'iPhone n'existait même pas. En 2006, quand même. Et là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'être en tech. Et donc, ça a été un moment qui a vraiment influencé après le reste de mon parcours. Et après, j'ai fait différentes choses. J'ai travaillé dans le plus gros site d'information en France, lemonde.fr. Puis j'ai immigré au Québec. Yay! Il y a 13 ans déjà. Bonjour, hi! Exactement. Je travaillais chez William, donc en agence. On construisait des sites, des applications mobiles, des sites e-commerce, etc. C'était ultra varié, beaucoup, je dirais, dans le B2C, particulièrement dans tout ce qui est cosmétique. Et puis je suis passée chez Tata Communications, qui est un géant en termes de télécommunications. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais en fait, les 3/4 des routes internet internationales sont en fait gérées par Tata. Fait qu'ils ont des gros câbles dans l'océan, eux autres. Exactement. Puis une partie de ce qu'ils font, c'est quand même protéger les câbles des requins. J'ai déjà vu une vidéo d'un requin qui mange Internet. J'étais comme, Exactement. Mais ça fait partie d'un énorme groupe indien qui a des centaines de milliers d'employés. C'est huge, ouais. Donc, c'était pas du tout la même dimension que l'agence montréalaise qu'était William à l'époque. C'était plus produit un peu, là, c'est ça? Ouais. Là, je suis vraiment rentrée. J'ai travaillé sur une nouvelle ligne de produits qui était API-based. OK. Et donc, on faisait vraiment du B2B2C. Donc, on vendait différents types de UCaaS à des telcos qui eux-mêmes ensuite allaient construire des services là-dessus pour pouvoir l'offrir à leurs utilisateurs. Donc, on a certains de nos produits
qui à la fin ont fini, je pense que j'avais calculé, c'était 300 millions d'utilisateurs. Donc Wow. ouais, c'était super intéressant. Puis la beauté des API-based products, c'est que tout le monde peut construire ce qu'ils veulent on top. Ouais. Et donc toi, tu es vraiment là pour pouvoir offrir des briques. Ouais. Et puis eux, ils construisent des maisons, puis elles peuvent Ouais. être toutes différentes. Et ça, c'est super cool. Bonne analogie, bien vulgarisée. Puis Unito, en deux, trois lignes, mettons. Là. Ouais, bah, en fait, juste après Tata Communication, je suis partie chez Element AI. Oui. Et Oui. puis ensuite, je suis allée chez Unito. OK. Mais donc, ouais, Unito, je peux rentrer dans ce que c'est, si tu veux. Ouais. Donc, Unito, c'est une compagnie montréalaise Oui. qui a été fondée en 2015. Et vraiment, l'idée de base, c'est de pouvoir faire des intégrations simples et qui puissent être bidirectionnelles. Ça veut dire que l'information peut circuler entre différents outils SaaS dans le monde. Donc, quand on dit simple, ça veut dire que tu es un founder d'une entreprise en tech, par exemple, ou tu es un marketing director, ou différents types de profils peuvent se connecter très facilement pour pouvoir faire en sorte que des workflows puissent avoir lieu entre différents outils qui sont séparés, qui sont des silos de façon naturelle. Et là, ça ne devient plus des silos. L'information et la vérité, d'une certaine façon, est distribuée à travers tous les outils que tu intègres. Donne-nous, mettons, un ou deux exemples là, de two-way sync, d'items en sync Ouais. d'un outil à l'autre. Ouais, c'est extrêmement fréquent qu'il y ait une équipe qui soit une équipe technique, qui vivent dans un outil comme Jira, par exemple, Ouais. doivent collaborer avec des gens qui ne sont pas aussi techniques qu'eux et qui, en général, n'ont pas du tout envie d'être dans Jira et qui vivent ailleurs, donc par exemple dans Asana, ou Monday, ou Trello. Toute cette gang-là. Toutes ces gangs-là. Et donc, les gens qui sont dans Asana ne veulent pas être dans Jira et les gens dans Jira ne veulent pas être dans Asana. Néanmoins, la collaboration doit avoir lieu. Et l'idée, c'est que certains items dans des projets puissent circuler entre ces deux outils-là. Donc, admettons, y a un update sur un projet. On peut tout simplement faire un commentaire dans Jira. Puis la personne dans Asana verra le commentaire qui va apparaître de façon native dans la tâche de Asana. Tu changes la due date va changer ensuite chez Jira, etc. Donc, c'est comme un ping-pong continuel en temps réel. Tout peut être updaté de n'importe quel côté de l'équation. Nice. Dans l'exemple que tu dis, j'imagine que faire un bridge entre des équipes de produits puis de marketing, ça doit être un use case qui revient pas mal. Ouais, ça arrive très fréquemment. Mais même, en fait, au sein de très grosses équipes marketing, tu peux avoir une équipe qui va gérer un site web, par exemple, ou une application mobile, et ils vont pas avoir les mêmes outils que les personnes en contenu. Ils vont peut-être être dans Airtable ou encore une fois dans un autre outil, mais il faut qu'ils collaborent parce qu'au moment du lancement, il y a des dépendances, par exemple. Mais, tu sais, je sais pas si tu connais un peu. Moi, on avait une startup qui s'appelait Snipcart, on l'a vendu, c'était un logiciel de commerce en ligne pour programmeurs. Puis c'est une plus grosse compagnie qui est un CMS, qui nous ont acheté stratégique pour avoir notre tech, notre talent, etc. Cette grosse compagnie-là était distribuée à travers l'Israël, le Brésil, le Canada, les États-Unis, puis un petit peu même en Europe, en Grande-Bretagne. Fait que même à l'intérieur d'un même département, disons, un peu comme tu dis, t'avais du monde qui détestait Notion pour mourir. Puis, tu sais, Monday, mettons, c'est israélien. Puis, comme le monde en Israël utilisait Monday activement. Puis, t'avais un champion Monday au bureau d'Israël. Puis là, le monde aux States, quand il fallait qu'il travaille sur un lunch, mettons, avec quelqu'un ou une campagne dans Monday, ça les faisait chier. Fait que là, je suis comme en train de repasser tout ça et de me dire, on aurait pu juste comme faire check, prends le tool que tu veux, là, on va faire les bons syncs. Là. C'est exactement tout le monde va ça. être content. Genre. Parce qu'en fait, tous ces outils-là sont spécialisés, puis ils sont spécialisés pour une fonction ou un profil de personne donnée. Et donc, ça devient difficile de changer. Puis, ça peut être coûteux aussi, parce que tu n'as pas vraiment besoin de 15 licences pour des outils qui font un peu la même chose. Donc, en fait, tu peux aussi rationaliser les licences si d'un seul coup, tu n'as pas besoin d'avoir accès
à Salesforce ou à Jira, c'est des outils qui sont de façon notoire assez chers. Mais si tu viens de temps en temps faire un update dans Salesforce ou checker quel est le statut de quelque chose, bah, tu n'as pas besoin d'une licence. Tu pourrais tout Exact. simplement voir ça ailleurs dans l'outil dans lequel tu travailles. Surtout qu'il y a de ces outils-là qui sont gratuits, là, tu sais, les Trello de ce monde, là, genre, c'est Exactement. super accessible. All right. Puis aujourd'hui, ton rôle CPO, Chief Product Officer et VP Marketing chez Unito. Mhm. Je fais un pas de recul pour revenir un peu dans certaines transitions de ta carrière qui m'intéressent particulièrement. Mais avant d'aller là, t'as-tu une coupe de métriques à me balancer là, pour un portrait plus métrique de Unito? Ouais. Ben, ce qui serait intéressant de partager, c'est que Unito, c'est un outil qui est utilisé par des petites entreprises, mais aussi par des très grandes entreprises. OK. On a à peu près 60% de notre marché qui est nord-américain, OK. principalement les États-Unis. On a 5000 clients à peu près. Et on est vraiment assez fort dans tout le secteur tech et professional services, donc les agences, les entreprises de consultation, etc. Parce qu'il y a souvent beaucoup de collaboration qui a lieu et donc Ouais, puis beaucoup d'outils. une adoption de ces outils-là qui est déjà là. Genre. Exact, exact. Puis vous avez quel âge? C'est quand que ça... 2015. 2015. Mhm. Cool. Toi, t'es arrivé quand en Moi, je suis arrivée en 2020. 2020? Mhm. OK, cool. Et on venait juste de lever en fait la série A. OK. Avec Bessemer, qui est un super gros VC des États-Unis. Ouais. On a levé la série B en 2022. J'ai pas Fait envie que de là, dire de c'est bêtises. post-série B là, en ce Là, on est moment. post-série B. C'est Ouais. bon. Mhm. Super. Puis il y a combien d'employés en ce moment? On est 80, j'ai envie de dire. Cool. Mm. Distribué pas mal ou Tout, un non, bureau à Montréal? c'est Montréal. Parfait. On est 100% Montréal. Puis c'est hybride, le monde vont-tu pas mal au bureau? C'est hybride. Donc, on a un bureau où tout le monde peut venir si ça les intéresse. Et après, on a des moments forts où on cherche à avoir les employés ensemble. Donc, de façon trimestrielle, on va avoir des quarterly kick-offs. Puis là, il y a tout le monde qui va venir au bureau. Et ensuite, c'est vraiment aux squads de s'organiser et aux équipes de s'organiser. Donc, si elles ont besoin de travailler de façon collaborative, par exemple en début de projet, ça peut être recommandé qu'ils viennent au travail, mais c'est vraiment après à chaque équipe de pouvoir s'organiser sur ce plan-là. Fair. Puis la question par rapport à ta carrière qui m'intéressait, c'est quand est-ce un peu que la transition, soit dans ta tête ou dans le marché, s'est faite entre le service puis le produit? Mhm. Parce que c'est vraiment un parcours qui m'intéresse de voir. Bon, là, mettons, Le Monde, William, je veux dire, tu créais plusieurs choses, oui, beaucoup de numérique, mais pour un paquet de clients, right? Puis Ouais. c'est comme des nouveaux projets ou des nouveaux produits ou Mhm. assets à chaque fois. Mhm. Puis là, à un moment donné, tu pognes un paradigme plus avec Tata, puis Element AI, on pourrait y revenir, mais Unito, où est-ce que là, tu fais du produit vraiment numérique, un produit pour vraiment plusieurs personnes. Y a-tu quelque chose dans ta tête qui s'est passé de j'étais curieux de la diversité de toutes ces affaires-là, à un moment donné, je veux me focuser plus sur. Parle-moi de ça. Ouais, je pense que il y a beaucoup de vertus, je trouve, à être dans le service Absolument. parce que tu peux voir plein de clients, tu comprends très vite aussi le contexte de différentes industries, différentes tailles d'entreprises. Euh, Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne école parce qu'il faut que tes rendus soient toujours top-notch. Donc, c'est une façon vraiment de C'est vrai. devenir, je pense, plus vite excellent parce qu'on te Les juge. reps. Ouais, on te juge tout le temps, on te paye en fait pour faire de quoi. Donc, vrai. mais au bout d'un moment, je trouverais ça intéressant de pouvoir me dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe une fois que c'est livré, une fois que c'est ça, c'est plus de mon ressort. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, on passe côté produit parce que là, tu regardes les choses sur le long terme. La trajectoire, elle n'est pas en semaines ou en mois, elle est en années. Hmm. Euh, L'impact est plus grand. L'impact est plus grand, absolument. Hmm. Et puis, je pense que c'est un peu plus ton bébé d'une certaine façon aussi, alors que quand tu es... L'attachement, l'engagement. Ouais, exactement. Mm. Ouais. Makes total sense. Fait qu'on a mentionné que tu as fait un passage chez Element AI, Ouais. qui a été une coqueluche médiatique à Montréal pendant un bout. Tu sais, ça a fait du bruit, Element Mhm. AI. Y a-tu
une leçon ou un événement qui t'a marqué, mettons, de ton passage à toi là-bas? Ouais, déjà, je dirais que, honnêtement, c'était une entreprise où, il y avait énormément de gens super intelligents avec, hem, j tu pouvais être inspiré et apprendre de juste par osmose, Mmh. et ça, c'était vraiment, super cool. J Effectivement, il y a beaucoup de choses qui étaient couvertes dans les médias, mais dans les choses qui n'étaient pas forcément sues, c'est, on avait beaucoup, AI scientists, AI researchers, et en fait, on avait développé beaucoup de tooling pour pouvoir les supporter à l'interne. OK. Donc en fait, il y avait, toute une équipe de produits internes pour, cette audience, en fait, OK. et hem et un des unlocks, c'est bien sûr que tu es autant de research scientists en interne, donc tu dois les supporter. Mais, on avait aussi la plus grande, ferme GPU, en AI du Canada. OK. C'était un huge data center qui était sur l'île de Montréal, et donc en fait, quasiment personne ne savait qu'il y avait Ouais. ça. Ben, moi, je savais pas. Et ensuite, on a développé des couches de software par-dessus, en fait, ce stack dans le data center, et ça avait énormément de valeur, et il y avait beaucoup d'IP, en fait, qui étaient Mmh. aussi construites là-dessus. C'est ça, fait que t'avais comme une série de produits numériques qui étaient faits à l'interne aussi, au-delà Ouais. de ces espèces de Donc on a beaucoup parlé des produits qui étaient plus lancés à l'externe, et cetera, mais ça, c'est un point qui n'a jamais été trop, communiqué. puis toi, t'étais-tu plus dans ce décor-là, de ces produits-là que tu viens de mentionner? Ouais, en fait, moi, j'étais en stratégie à l'époque, dans Corporate strategic, ouais, c'était quoi le corporate development, ouais, c'est bon. ouais, c'est ça, et donc j'ai monté le département de stratégie là-bas, OK. et j'ai un des éléments, effectivement, ça a été de travailler, avec les équipes produits, sur ce bout-là, parce que, ça avait énormément de valeur, en fait, Mmh. puis, on a beaucoup capitalisé là-dessus. Ouais. Puis on en voit là, des compagnies justement qui supportent plus le monde qui font du deep learning, machine learning. Un truc que je voyais dans un commanditaire qui revenait souvent dans les podcasts d'AI, c'était Weights and Biases, qui, tu sais, eux autres, ils développent du tooling vraiment pour l'audience dont tu parlais, C'est mettons. exactement ça, et puis, je pense que tout le monde ne réalise pas à quel point, les outils internes peuvent être des produits en tant que tels, Mm. et Ouais. faut y réfléchir comme si c'était un produit qui était lancé à l'externe. Avec une Heu audience, avec un market fit, avec Exactement, les exactement. communications pour que ça. Ah, je te file là-dessus. En product marketing, tu t'en rends compte aussi que peu importe les assets que tu builds, les plans que tu builds, si le monde l'adopte pas, tu sais, puis genre ça fit pas avec comment ils consomment l'info, tout ça. Fait que ouais, la vente interne, entre guillemets, là, la Mmh. vente de produits ou de process interne, c'est quelque chose que j'ai comme découvert un peu chez Douda. Ouais, Chez Snipcart, on était petits, tu sais. tu en avais pas Genre, besoin ça nécessairement. circulait Ouais, l'info ouais. easy, genre. Mais là, c'était genre différent, pas mal. Fait que tu commences à toucher aux APIs chez Tata Communication. Ça me fait rire à chaque fois. Je m'excuse, j'ai 14 ans. Pas grave. Puis là, tu vois un peu cette espèce de unlock-là. OK, on peut builder des produits qui sont quasiment comme une base ou des piliers ou de l'infrastructure sur laquelle se build un paquet d'autres affaires. Mmh. Puis Unito, comment ton arrivée dans la compagnie se passe? C'est-tu toi qui vois ça de loin qui fait Yo, ce produit-là, ça m'intéresse, j'ai le goût de faire partie de cette aventure-là, c'est quelqu'un qui vient te chercher. Parle-moi un peu de ça. Ouais, c'est eux qui sont venus me chercher. OK. Ce qui a résonné, au moment de tout le processus d'entrevue, c'est, effectivement que tu puisses construire beaucoup de choses. En fait, tous ces ponts entre toutes ces apps qui sont utilisées par des centaines de milliers de gens dans le monde, je trouve ça millions, pardon, pas milliers, Ouais. c'est fascinant. Mmh. Hem, mais c'est aussi c'est une boîte qui est en B2B, mais qui est product led. Et product led growth, Ouais. ça veut dire que, un usager peut venir, dans notre cas de figure en tout cas, peut venir, peut tester gratuitement le produit. Il aime pas ça, ça s'arrête là. Il y a 14 jours pour essayer. Il ou aime ça, ils peuvent payer en ligne, et puis, c'est tout. Et tout ce flow-là, ça fait en sorte que tu as énormément de données, Mmh. et tu peux vraiment avoir du fun quand tu aimes les données, parce que
Tu as des milliers de leads qui viennent tous les mois, Ouais. qui vont tester ton produit. Tu peux voir comment ils l'utilisent, quelles sont les boulettes qu'ils sont en train de faire. Et tu es là, merde, j'aurais pas dû faire ça de cette façon-là. Qu'est-ce qui marche pas? Itérer. Et tu as suffisamment de volume, encore une fois, pour pouvoir évaluer comment faire des optimisations, en fait, dans ton product journey. Hmm. Fait que toi, t'étais comme un peu, ouais, je vais avoir de la matière brute avec laquelle jouer, puis Ouais, des leviers intéressants ouais, quand moi je rentre. Puis juste pour le fun, mettons, t'es rentré comme VP marketing, c'est ça? ouais, Ou, ok. exact. Puis avant de devenir CPO, mais c'est un complexe processus? Rentrer comme VP marketing, c'est-tu genre 2 mois d'entrevue? Ouais, bah, alors, en fait, le processus, c'est le même pour tout le monde, peu importe le niveau dans l'entreprise. Donc, Ok. c'est cool, c'est fair. Donc, le processus, c'est le suivant. Ils appellent ça, ou on appelle ça plutôt le pilote. Euh, donc, un pilote, c'est, à l'époque, c'était entre 15 et 20 heures à peu près de travail sur un sujet donné. Hmm. Euh, à travers ce travail-là, tu vas rencontrer les équipes pour faire une forme de collecte de données. Tu peux poser autant de questions que tu veux. Donc, tu signes pardon, un NDA. Hmm. Donc là, tu peux demander tout, tout. Fait que tu rentres littéralement, Tu là. rentres dedans. Et Ouais. là, moi, j'avais accès genre aux modèles financiers, à Google Analytics, à HubSpot avec tous les deals dans le pipe, Ok, etc. ok. Donc, tu peux lever le tapis et voir ce qu'il y a sous le tapis. Mhm. Tu peux poser des questions à n'importe qui. Tu es sur Slack, dans le Slack de la compagnie. Et puis, tu viens avec une recommandation au terme de ces 15 à 20 heures et tu es rémunéré. Et tu es rémunéré au taux horaire auquel tu serais embauché après. Et c'est possible de faire ça parce que les salaires sont déjà prédéfinis et ils sont transparents. Donc, en interne, Ok, à ouais, l'interne, ils sont transparents, les ouais, salaires? ouais. Wow, fucking cool, ça. Donc, chaque rôle a un niveau donné, a un salaire donné. Et donc, en fait, quand tu sais où est-ce que tu fais dans la grille, tu peux après savoir quel va être ton salaire, déjà en amont. Et ça veut dire, encore une fois, que tu peux payer les gens pendant qu'ils font leur pilote au taux horaire qui correspond à leur salaire futur. Est-ce que. Fait que c'est très project-based, là, mettons Ouais, que. exact. Mais c'est très. Parce que moi, j'en ai fait là, de l'embauche avec un petit peu des pilotes projets, comme tu dis, mais c'était pas all-in comme ça. C'est-à-dire que, Mhm. tu sais, on levait pas le capot au complet, là. C'était Ouais. comme genre, hey, on va te créer un petit repo, puis nous, on a besoin d'une fonctionnalité qui ressemble à ça, fais-nous donc quelque chose de Mhm, même. Puis, tu mhm. sais, des fois, c'était réutilisable ce qu'on faisait dans un pilote, mais pas tout le temps. Mais là, dans votre cas, c'est carrément, va faire le vrai travail avec les vraies équipes, avec les vraies données. Ouais. Puis, c'est-tu comme l'étape finale pas mal du processus, I Ouais, guess? en général, tu as une entrevue ou deux peut-être, et puis paf, tu passes en pilote. Puis là, tes Donc, pairs peuvent un peu te juger aussi, comme t'évaluer, excuse. ouais, absolument, mais Ouais. l'inverse est vrai aussi. Ah, Parce fair, que ouais. si tu es en train de passer le pilote et puis que tu trouves que C'est tous ça des te plaît connards. pas, ouais, pour X ou Y raison, bah t'arrêtes là. Et Ouais. tu auras été payé quand même si on te prend pas, t'es payé. Donc, Ouais, ça, j'aime ça aussi. ouais. C'est très fair. OK. Puis, aujourd'hui. OK, ben, je creuse encore un petit Ouais, peu ouais, plus ouais, vas-y. sur. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est mon podcast. Euh, le chemin à CPO. Mhm, Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je mhm. pense qu'il y a plein de monde fucking talentueux qui écoutent le pod puis qui se disent moi, j'ai envie d'être VP dans un SaaS de cette envergure-là. J'ai envie d'être suite C dans un SaaS de telle envergure. Fait que je, je veux creuser un petit peu plus. Comment tu t'es ramassé Chief Product Officer? Ouais, bah, je pense qu'il y a différentes choses qui sont arrivées. Ouais. Euh, Déjà, il faut pouvoir arriver à bien comprendre non seulement les équipes, hem, le produit, Ouais. mais aussi l'environnement dans lequel on et le contexte dans lequel on se trouve. Et donc, je dirais qu'il y a quand même un certain temps à passer à comprendre la compétition, à comprendre les usagers, à comprendre le marché, à voir quelles sont les tendances, les dynamiques et qu'est-ce que tu ramènes après dans ton day-to-day pour l'injecter ensuite dans ton produit. Et ce que je remarque fréquemment, c'est que, un des, plafonds qui peut arriver à certaines personnes en produit, c'est qu'elles se concentrent beaucoup sur gérer l'interne. Et c'est important, mais ce n'est pas la seule chose à faire, en fait. Donc je pense que vraiment pour avoir une trajectoire où tu peux avoir un impact plus important,
il faut prendre des éléments plus importants aussi en compte. Comme. Comme encore une fois, faire des entrevues clients Hmm. tout le temps. Tout le temps. Voir, puis si c'est pas toi qui les fais, ben, c'est enregistré, tu les checks, Tu le fais encore? oui, Ouais. absolument. Je parle à des clients, je parle à des partenaires, je vais écouter les sales calls, pour voir, ce qu'ils disent, les questions, quel est le feedback Hmm. du client. Parfois, on peut faire des choses, mais c'est juste pas très bien exprimé. Donc, tu peux avoir beaucoup comment dire? De feedback qui peuvent être applicables soit vraiment côté produit, comment améliorer une feature ou quoi, mais ça peut être aussi côté marketing. Comment mieux exprimer la proposition de valeur, comment être plus spécifique. Si un client te dit ci, tu réponds avec quoi? Et tu peux pas le faire si tu es tout seul un peu dans ta tour d'ivoire. Il faut que tu puisses aussi, avoir ce sens-là de la Un pied en dedans dans la compagnie, dans le produit, mais surtout un pied dehors dans le marché, ouais, dans la compétition avec les clients. exact. Ouais. Puis, puis une fois que t'as... C'est-tu toi, un moment donné, qui lève un flag et qui dit « Check, je pense que je suis rendu à une étape où que je peux shiner puis avoir de l'impact comme CPO » ou c'est comme une promo à l'interne? Comment c'est arrivé, ça? Ah ben, pour moi, tu crées toujours ton rôle. Nice. Donc, je je pense que, j'ai fait mes preuves aussi. Il y a tout ce que j'ai décrit, mais c'est après aussi pouvoir être, face à des investisseurs, avoir des C'est là que j'allais. conversations, Ouais. Le board. pouvoir se dire, c'est quoi la narrative, mais qui est tellement plus, peut-être conceptuelle, plus long terme et cetera et pouvoir l'articuler de façon claire pour toi, mais pour une audience qui n'est pas dans ton entreprise, qui n'est même pas dans ton industrie et Les pouvoir, investisseurs, mettons, ou le monde sur le exactement, board. exactement Hmm. et donc il faut pouvoir se détacher de ça, se détacher aussi de son ego, Hmm. parce que parfois on pense qu'on a des super bonnes idées, puis de vue de l'extérieur, c'est pas très évident donc bah, tu itères et puis, tu crées ton rôle et ensuite tu le demandes si ça vient pas. Nice. C'était-tu ta première fois vraiment où tu dealais avec le board, avec un CA ou avec des investisseurs, tout ça? Ben, 2 choses, je suis sur le CA de Bixi, Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, nice. donc ça fait, plusieurs années déjà que je vois les dynamiques qui se passent dans les boards de Nice. ce côté-là. Donc, je trouve que c'est un bon apprentissage pour voir aussi comment moi je dois approcher les choses, quand je Absolument. suis, dans le boardroom. Et puis après, quand j'étais chez LMNTI dans l'équipe de Corp Dev, beaucoup, sinon l'entièreté des contenus qui étaient préparés pour les fundraise et après pour certains CA étaient préparés par l'équipe. Ouais. Donc, ouais, Tu as j'avais eu de beaucoup. l'exposition à ça. Ouais, exact. Hmm. Chez Element AI, il y avait sûrement aussi beaucoup d'investisseurs, d'investissements externes. Ouais. Est-ce que Parce que, à moins que je me trompe, tu n'as jamais, mettons, été dans un produit bootstrap, là, qui n'est pas une source de cash externe ou whatever. Non. Fait que ça fait partie des Ouais. dynamiques qui font partie de ton expérience, mais est-ce que ça met une pression des fois? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer? Le fait qu'il y ait non seulement du capital, mais des fois des board seats ou des gens qui ont certaines attentes par rapport à votre Ouais. croissance, à comment vous gérez votre compagnie. C'est quelque chose qui met une pression dans ton rôle? Ben, c'est un stakeholder. Les employés, ce sont des stakeholders. Ouais, La direction, ce sont des stakeholders. Mes clients sont des stakeholders. Mon board, c'est des stakeholders. Tu Hmm. dois gérer l'entièreté de tes stakeholders. Si tu essayes de mettre ta tête dans le sable et de te dire qu'ils n'existent pas, ben, il va y avoir un problème un moment ou un autre. Donc, je pense qu'il faut plus le voir comme un équilibre entre tout ça Hmm. et pouvoir après se dire quelle est la façon la plus judicieuse pour l'entreprise d'avancer et comment je l'explique après à chacun. Comment je communique, comment Voilà, j'adapte à cette audience, cette partie prenante-là, mettons. exactement. OK, cool. Puis, tu as parlé un petit peu de la compétition. Ouais. Tu dis l'importance d'être comme out there, puis de catcher Mhm. le marché, puis où est-ce que tu t'en vas avec tes skis. Pas juste comment que tes skis roulent. Ben, fuck cette analogie-là. Je savais pas que les skis ça roulait, mais Ouais, ben, bon, fini. Ça ressemble à quoi la compétition d'Unito? Moi, j'ai comme des idées de low-hanging fruit, Zapier, etc. Mais Mhm. parle-moi un peu du Mhm. landscape. Ouais. Ben, il y a de la compétition, effectivement. Ouais. La
plus grosse compétition, et je pense que c'est celle qui existe dans quasiment tous les SaaS du monde, c'est le statu quo. Euh, OK. Explique-moi plus qu'est-ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les gens font déjà quelque chose C'est sans good toi. enough, mettons. Ah, Exact. OK. Puis il y a une forme d'inertie, il y a une forme de... c'est ça, d'inertie qui peut s'installer, ou qui est déjà installée en fait. Mhm. Et donc, c'est quoi les dynamiques auxquelles les clients font face, qui font en sorte qu'ils veulent sortir de cette inertie-là, et comment est-ce que nous, on peut le capturer. Bon, donc ça, c'est sûr que c'est notre plus gros concurrent. Ouais. Tu peux faire du copy-paste C'est bon. toute ta vie si tu veux. Ouais, c'est ça. J'aime C'est ça, pas forcément une super bonne idée, mais c'est le cas. Ouais. Ensuite, effectivement, tout ce qui est automation players, particulièrement ceux qui sont aussi product-led, Zapier, Make. Il y en a certains qui ont été rachetés d'ailleurs, genre Automate.io. Ils ont été rachetés par Notion. Ah, c'est vrai. Mm. Ouais. Donc, ça, c'est une classe de concurrents qui sont très axés sur ce qu'on appelle triggers and actions. S'il se passe ci, alors déclenchez If this, ça. then that, un peu. Voilà, exactement. Et c'est des choses assez simples, en fait, en termes d'intégration, qui résout beaucoup de use cases, mais pas l'entièreté des use cases. Le sync, c'est fondamentalement une forme d'intégration différente où les objets sont liés les uns aux autres. Donc, c'est pas un if and that. C'est en train de dire que ta carte dans Trello et ton deal dans HubSpot, c'est la même chose. Et n'importe quel update qui aura lieu d'un côté ou de l'autre va être suivi. Et donc, en fait, il y a beaucoup de situations que tu ne peux pas résoudre avec des automatisations. Je comprends. Comment tu... Y a-tu d'autres compétiteurs qui ont ce paradigme-là au niveau de l'intégration de sync, puis de... Comment tu as appelé ça, excuse? Sync and triggers and actions. C'est ça. Sync qui est comme... C'est comme une relation latente qui est tout le temps là. Ouais. Triggers and actions, c'est tout le temps comme une chronologie. Là, genre. Il se passe ça, donc fais ça. Il se passe ça, donc fais ça. Il y en a-tu qui ont le même paradigme de synchronisation qu'Unito? Oui. OK. Déjà, PySync était vraiment très similaire en fait à Unito, mais c'est fait racheter par HubSpot. Et eux, ils étaient spécialisés dans le sync, mais entre les contacts. Et donc, ton contact qui est peut-être dans Outlook va être synké avec ton CRM, qui va être synké avec ton Marketing Automation Tool, qui va être synké avec tes Forms, etc. Et donc, l'information peut être updatée de façon bidirectionnelle à travers tous ces systèmes-là. Donc là, maintenant, en fait, HubSpot l'a complètement intégré. Dans toute sa suite. Ouais, c'est ça. Et ça, tu peux l'acheter, en fait, via le Operations Hub de HubSpot. Ensuite, tu as certains joueurs qui l'ont fait, mais à chaque fois, ça va être dans des niches différentes. Donne-moi un exemple. Whalesync, par exemple, eux vont être... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vanessa, tu sais pas le trauma que tu viens de me causer. Non, regarde. Je veux savoir, dis-moi tout. Non, je m'excuse, je fais une parenthèse. Mais vas-y. Ça se passe. La plateforme web, donc il y a un répertoire des SaaS au Québec, il y a un job board, Red, où tu peux poster des jobs ou appliquer. Toute la data qui vit là-dessus, à la base, est dans un Airtable, qui est structuré de façon assez simple. Puis le front-end, c'est Webflow, c'est un website. Puis nous, pour itérer plus vite, puis builder un MVP sur le sens du monde, sans briser la banque, on a fait affaire avec du monde que j'adore puis que j'aime, le studio Apollo 13. Ils font des MVP en no-code. Ils font du no-code beaucoup. Fait qu'ils ont mis Whalesync entre les deux. Puis mon chum, qui est un contractant aussi, François Deville, il a dit « Check, dude, tu sais, comme... Là, pour aller vite comme tu veux aller vite, puis pour pas dépasser trop de coûts, ça, c'est une stack qui ferait du sens pour commencer. » Mais Whalesync, c'est comme rendu un running gag chez SaaSpace parce que l'intégration spécifique entre Airtable puis Webflow, elle pète souvent. Ah ouais? Puis comme on a des emails de Whalesync failed, issues failed, je suis rendu que je les file toutes out. Puis je fais juste des pings aux gars pour qu'ils... Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que... Non, parce que je me mets pas les mains dedans, parce que je suis lâche, paresseux et que j'aime... Je dirais pas ça, mais... Non, j'aime me concentrer sur des affaires comme ce qu'on fait là, où j'ai plus d'impact. En tout cas, tu peux me mettre en relation avec ta personne qui est en charge de ça parce que leur intégration Airtable Webflow, c'est censé être le cœur de ce qu'ils offrent. Donc, si ça casse...
C'est peut-être nous aussi, là, je sais C'est pas. possible ça. que ce soit la façon dont vous ayez fait le sync, Peut-être. ou c'est peut-être eux. Mais en Mais là, tout on pourrait-tu cas, utiliser Unito pour ça, mettons? bah, on n'a pas Webflow, mais on le OK. considère. Donc, OK. c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, eux, ils ont commencé avec un some kind of database, Ouais. genre Airtable, Ouais. et some kind of CMS, Genre Webflow. genre Webflow, puis faire en sorte que ton information qui doit être distribuée dans Webflow puisse être updatée à partir de ta base de données et vice-versa. Exact. Et ça, c'était leur wedge. Ouais. Et nous, le nôtre, ça a été de commencer avec le Project Management and Software Development. Et là, Bon, Jira, Asana, voilà. c'est les exemples du début. C'est bon, je pense que je te suis. Exactement. Et donc, tu en as d'autres comme ça qui se sont faits, mais je dirais que ceux qui ont commencé à le rendre plus général, tel que ce qu'on fait, parce que maintenant, nous, on intègre Slack, Google Sheets. OK. On Combien, maintenant, a d'intégration? une cinquantaine d'intégrations. Parfait. On a des bases de données, on a Snowflake. OK. Donc, on a vraiment rendu ce concept-là plus general purpose. Ouais. Et là, on est unique. C'est bon. Là, Ouais. je te suis. Cool. Puis, mettons, WellSync, ce serait un exemple de niche C'est qui ça. est un petit peu plus no-code, web designers. Exact. Puis vous avez commencé à pénétrer le marché dans quelque chose d'un petit peu plus niché, project management, mais là, vous avez établi, mettons, votre two-way sync dans l'automation et la synchronisation de tools at large. Exact. J'ai bien gros Ouais. Donc, pour le vulgarisé, moment, genre. les catégories dans lesquelles on est présent, c'est ce dont on a parlé, mais aussi tout ce qui est spreadsheets, les CRM, les outils de support. On vient de lancer, par exemple, ServiceNow. Les bases de données, les forms. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse attaquer de façon systématique des nouvelles catégories et donc des nouveaux use cases Ouais. à travers ces nouveaux logos, en fait, qu'on lance dans notre portfolio. Ce qui me buzz un petit peu, Vanessa, c'est qu'il y a tellement de possibilités de par la nature du tool que vous buildez. C'est genre, tu peux connecter deux items, un item à 50 à 60. Tu sais, comment tu décides quelle catégorie tu vas chercher? Faites-vous un peu comme Ouais. l'analyse d'un TAM, d'une niche, de genre, oh, si on réussit à pogner, mettons, je sais pas, là, vraiment les ventes sur le terrain, genre field sales, genre, puis qu'on intègre une coupe de tools, puis là, on fait tel genre de marketing, on pense qu'il y a tant de business qui sont en field sales, puis j'ai quand même inventé ça, là, je sais pas si ça... On n'a pas field sales, mais c'est possible qu'un jour nous y soyons. Ouais. Oui, donc en fait, la façon dont on procède, c'est qu'on a un Airtable qui est fucking huge, avec dans ce Airtable une liste d'une trentaine de catégories de SaaS. Et dans chaque catégorie, on a la plupart des logos qui sont associés à cette catégorie-là. Ouais. Et donc, en fait, on fait un premier exercice de priorisation qui est à l'échelle de la catégorie. OK. Et on va dire, OK, quelle est la taille du marché en overlappant, en bon français, ces nouvelles catégories-là et les existantes dans lesquelles est-ce qu'on est. Donc, la façon dont on mesure ça, par exemple, ça va être de se dire, OK, on va checker tous les mots-clés, les volumes of keyword search pour integrate Jira with nom d'un outil dans lequel on n'est pas encore. C'est bon. Et donc, en fait, on regarde tous les volumes et ça, c'est une indication d'un intent d'une intention sur le marché, c'est des signaux. Donc ça, c'est c'est un des data points. On va aussi regarder, admettons, les marketplaces de joueurs existants dans lesquels on se trouve. Puis on va regarder juste, OK, qui est présent et est-ce volume des catégories là, dans le marketplace. Exactement. Et donc là, tu regardes, OK, c'est quoi les ratings des gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font des requêtes? Parce qu'il y a souvent des commentaires. Et donc là, tu peux commencer à avoir un feel, c'est quoi le use case? Est-ce qu'on va pouvoir le servir vraiment bien? Ou honnêtement, c'est good enough. Et donc, pour nous, on risque de passer des cycles à faire des choses qui ne vont pas vraiment servir. Ouais, sans te démarquer, mettons. Exact. Donc là, on fait ça à l'échelle d'une catégorie. Puis une fois qu'on a fait ce ranking de catégories, on va regarder les logos. Et donc là, il y en a des milliers. Dig down, tu creuses. Okay. Ouais, et là, c'est là que tu fais, OK, c'est quoi le tiering des logos? Et on le fait basé sur les revenus, le nombre d'usagers. Est-ce qu'on voit qu'il y a une tendance à avoir plus d'usagers ou est-ce que c'est une tendance descendante? Et donc, ça nous permet après de choisir un ou deux logos qu'on va appeler flagship. Et puis, on fait le test avec ça. Puis, si ça marche, tu continues. Si ça marche pas, tu passes à autre chose. Puis, c'est complètement débile. Puis là,
Mais toute cette info-là, tu sais, ça vient de différentes data sources. Il y a de la qualitative, il y a de la quantitative. Tu as du monde de SEO qui te sort ton keyword volume pour un paquet d'intentions qui fit avec la catégorie de SaaS. Puis après ça, tu vas checker genre à mitaine, genre sur le tu remets tout ça dans un table, genre. Ouais. Puis là, vous avez une manière que ça soit lisible et comme genre qui vous aide à prendre des décisions. Ma question, c'est itérer à travers un cycle de bêtes ou d'hypothèses de la prochaine catégorie, puis commencer à faire les intégrations avec les flagships, ça vous prend combien de temps, genre? Ouais. Donc, faire le market assessment, on le fait fréquemment, puis tu le fais pour un C'est un peu ongoing, un Ouais. peu. Ouais. Donc, c'est pas si long que ça, je dirais, si tu arrives à être fréquent et diligent dans ce que tu fais. Ouais. Euh, pour le cycle de construction, Ouais. j'ai parlé un peu de la partie business, qui est, enfin, checker les chiffres et tout. Mais après, il y a des réalités aussi qui sont, est-ce que ces joueurs ont des API? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est publique? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'il y a des rate limits qui sont genre tellement crazy qu'on va jamais rien pouvoir construire? Et donc après, en fait, on a un technical assessment qui est fait sur les API et qui viennent en fait filtrer la priorisation qu'on a au niveau des logos. Donc ça, malheureusement, ça s'automatise très mal. Et donc, tu as besoin d'aller checker à la mitaine chacune des API, lire la doc, etc. Puis, on a une façon maintenant, on a itéré énormément sur la façon de faire ces évaluations-là. Exact. Et donc là, on a une façon qui devrait être relativement peu biaisée de pouvoir évaluer ça. Et après, on commence le build-out. Okay. Donc, le build-out en tant que tel, c'est peut-être 4 semaines, incluant le test. Mais il y a beaucoup de choses en amont. Puis après, il y a beaucoup de choses en aval. Parce que c'est pas parce que tu as construit quelque chose que c'est bon, tu peux partir. Souvent, il va manquer des fields. Donc, en fait, on a toute une phase aussi de monitoring qui se passe une fois que tu as lancé, tu as release ton... Sur la santé de l'intégration, comment ça... Ouais, exact. Et donc là, il faut itérer pour pouvoir ajouter ce que les gens demandent, en fait, tout simplement, puis que tu avais mal anticipé parce qu'il y a tellement de volume qu'en fait, tu peux pas aller dans le détail des détails des détails. Il faut que tu assumes que le marché va te donner du feedback et puis que tu as suffisamment de loose dans ta planif pour pouvoir ensuite itérer. OK, c'est bon. C'est malade comme flow. Je suis tellement content de pouvoir geeker sur du produit. Là. J'ai comme l'impression que ça fait un bout que j'ai pas pu genre vraiment plus creuser. Fait que là, j'ai la bonne personne. OK, cool. Puis, une fois que... tu sais, tu disais que le marché va t'éduquer. Si-tu, mettons, en termes de... OK, mais dans une intégration A, il y a genre un tool A, il y a un paquet d'objets qui pourraient être mis en synchronisation. Ouais. Puis là, toi, t'es comme, je vais prendre les plus populaires du UI ou je sais pas quoi. Puis là, finalement, le marché te dit, non, il faut que genre telle data ou telle info soit syncée si c'est pour être utile, mettons. C'est exactement ça. Okay. Ça peut être aussi, il faut introduire des nouvelles règles, par exemple. Parce que c'est ça, c'est pas juste le sync, c'est aussi l'automation. Oui, parce qu'en fait, dans les règles, par exemple, ça pourrait être... donc, je reviens sur mon Asana Jira. Ouais. Je voudrais que ce soit seulement les tâches qui sont avec un field qui dit in build qui soit syncé. Donc, ce qui n'est pas avec ce label-là, on ne veut pas le voir dans l'autre outil. Et donc, après, en fait, selon les use cases, tu as des règles qui vont être différentes. Et donc, il faut qu'on en ajoute fréquemment pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs. OK. Ça fait de la data à gérer. Puis fait que c'est quoi le split? Mettons, j'essaie de me faire une tête. Tu avais dit 80-ish personnes? Ouais. Fait que là, c'est très product-centric comme organisation. Pas le choix de par la nature de ce que vous faites. Ouais. Puis c'est mostly product-led que tu as dit comme growth. Fait que ça veut dire que tu as quoi? T'as facile une vingtaine, si c'est pas une trentaine de personnes qui sont sous l'ombrelle large de produits, mettons? Ouais, c'est même plus que ça, parce que je pense qu'on a 30 ingénieurs. Good. Donc, puis là, il te faut tous les product marketers de ce monde. Il y a le product manager, product design. OK. Donc, ouais. Et puis ensuite aussi product marketing, etc. Donc, fait que c'est quoi le split grossier des départements ou des fonctions dans Unito, mettons? Je dirais qu'il y a peut-être... ça doit être 40. C'est la moitié qui doit être en product engineering. Enfin, qui est en product engineering, something about the experience of the product. Ouais. Puis l'autre partie, ça va être
des opérations, sales, support, marketing. OK, good. Parlons un petit peu du prix, parce que quand je faisais ma prep, j'ai analysé, puis vous avez 3 tiers plus un contact us, je pense. Ouais. Puis les 2 premiers tiers de pricing sont capés à un outil d'utilisation. Ouais. Comment vous avez pris cette décision-là? Genre, ça m'intéressait, puis explique un peu plus. Ouais, donc en fait, les 2 premiers plans sont effectivement ce qu'on appelle one to many. OK. Donc ça veut dire que quand tu construis tes flows, tes workflows, tu dois toujours avoir un outil qui est le même. Mais par contre, l'autre outil peut être n'importe quoi dans notre portfolio. Donc admettons que tu utilises Asana, tu peux faire un flow Asana Jira, mais tu peux faire un flow Asana Google Calendar, Asana Google Sheets, Ouais. Asana HubSpot, Salesforce, whatever. Ça va tout faire partie de ton plan. Alors que quand tu passes sur les plans qui sont plateformes, là, ça va être du many to many. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des cas de figure qui sont beaucoup plus éclectiques. Tu pourrais avoir du Airtable à, I don't know, something about contacts, genre Un CRM quelconque. exact. Pipe Drive. Pipedrive, que nous avons aussi. Et donc, donc, toujours est-il que c'est beaucoup plus organisé pour soit pour une C'est plus ça. grosse structure, soit pour... Si tu es en marketing, par exemple, ce serait pour plusieurs équipes marketing qui ont toutes des stacks différents. Si c'est dans une plus petite entreprise, ça pourrait être à travers tous les départements. Et c'est rare que 100% des départements utilisent le même outil core. C'est ça. Fait que tes 2 premiers plans, c'est basically du monde que leur centre de commande là, ou leur outil principal, c'est une affaire. Ouais, c'est leur Puis que hub. là, ils sont comme, OK, j'ai plein d'autres affaires que je vais pouvoir connecter avec. Ouais. Puis, t'as-tu analysé un peu, genre, c'est-tu des solo users? C'est-tu des mini PME? C'est très rarement des solo users. C'est ça. Parce que comme ce qu'on débloque, c'est souvent de la collaboration. Il y a aussi du data sync, mais c'est beaucoup plus fréquent que ce soit, on va dire, des entreprises de taille moyenne qui grossissent, qui ont des processus qui évoluent et qui peuvent avoir un stack qui va changer aussi fréquemment et qui, du coup, veulent avoir des best of breed dans leurs équipes, mais qui ne veulent pas être un frein non plus pour la collaboration, la visibilité, l'alignement, le reporting, et donc qui font en sorte que ça se connecte en fait les uns avec les autres. Et donc, je dirais que en volume, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de volume sur les plus petits plans. Et après, en valeur, bien sûr, ça va être sur les plus gros plans. Tu as parlé de product-led growth. Mhm. Donne-moi un exemple de comment Unito, de par l'expérience produit, suscite soit de nouveaux clients ou de l'expansion revenue dans le même compte, ou un petit exemple. Ouais, en fait, encore une fois, tu peux arriver, commencer à utiliser l'outil, c'est vraiment simple. Une des features qui est le plus fréquemment utilisée, c'est d'inviter quelqu'un. Donc, si tu invites quelqu'un, la raison principale au début, c'est que un workflow, c'est rarement avec une personne. Ouais. Ça va être à travers plusieurs personnes, voire plusieurs équipes. Ouais, oui. Et donc, pour arriver à faire un design de workflow qui fasse du sens, il faut comprendre ce qui se passe d'un bord, mais aussi de l'autre. Et donc, en fait, les gens vont collaborer pour pouvoir définir un flow qui a du sens entre ces outils-là. OK. Et donc, si il y a des invitations, pour nous, déjà, c'est un super bon signal que c'est une entreprise où il va y avoir de la collaboration et où potentiellement, il va y avoir d'autres personnes avec qui se connecter, etc. Un des mécanismes qui permet aussi d'aller dans l'expansion, ça va être tout ce qui est duplicate. Donc, admettons, tu vas faire un workflow donné, puis ça peut être entre, tu es une équipe marketing, puis ça va être avec un fournisseur. Tu as un freelance qui va être pas sur ton outil pour des raisons de sécurité, d'organisation, peu importe. Donc, eux, ils vivent dans un autre outil. Cool. Donc là, tu as set up your flow avec cette personne-là. Mais c'est rare que tu aies juste un fournisseur. Donc, tu vas en avoir 2, 3, 4, 5, 6. OK, juste duplique ton flow. Puis, en fait, ce qui va changer,
ça va être la connexion à l'outil de l'autre côté, mais le reste devrait être similaire pour que tu puisses avoir après la visibilité, puis que tu puisses gérer, encore une fois, comme tu disais, ton command center, il puisse être le même et puis il est organisé tout le temps de la même façon. Fait que ça, c'est un signal de scale ou de scope de tâches à faire avec Unito. Ouais, Genre, OK, ben là, il reproduit le même flow avec un mini truc différent pour plusieurs fournisseurs. Probablement que c'est une c'est compagnie ça. qui va avoir plus de valeur à extraire du produit, donc on l'upsell somehow. Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est que les emails qu'on envoie Ouais, sont très éducatifs OK. et donc ils vont être basés sur le type de feature que tu as utilisé déjà et sur lesquels on pense que pourrait y avoir de la valeur pour toi ensuite. OK, fait que dans votre nurturing, là, il y a des segments en masse, Ouais, mettons, là. C'est bon. exact. Et ensuite, plus tu as d'outils connectés, tu as certaines personnes qui vont connecter des outils, mais qui vont pas construire des flows aussi avec. Donc là, Ça, c'est juste pour le sync, dans le fond, mettons? ouais, bah, parce que pour différentes raisons, admettons, heu, on a une page avec tous nos connecteurs, puis ils sont comme: «Ah bah, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Donc nous, c'est des signaux pour dire: «Ah bah, pour le moment, il ou elle a construit un flow juste entre 2 outils, mais il en a connecté, 10». Donc il doit y Peut-être un avoir d'autres. potentiel latent. OK, Exactement. c'est bon, c'est bon. Donc là, ce que tu peux envoyer, c'est des inspirations de use case qui sont avec ces autres outils-là, par exemple. Je peux-tu te poser des questions de tooling, puis tu me dis si tu veux répondre ou pas, là, mais Sure. côté nurture sequence, Mmh. activation, upsell, tu sais, cette espèce de dimension-là, vous utilisez quoi comme tool? HubSpot. HubSpot? Mmh. Parfait. Euh, côté BI. Fait que tu me parlais genre, OK, ben j'ai ces signaux-là dans les events Ouais. qui se passent pendant que j'utilise un produit, puis là, ça me donne une idée que je peux envoyer tel genre de nurture, whatever. Côté BI, là, tu sais, monitorer ce qui se passe dans l'app, tout ça, vous utilisez quoi comme tool? On utilise Looker et Amplitude, Ouais, mais on a aussi connecté HubSpot avec notre Snowflake. Et donc, en OK, fait, tous les events qui sont importants sont aussi enregistrés dans HubSpot, ce qui déclenche après les séquences nice. dans HubSpot. Nice. Amplitude, nous, on l'a utilisé. Payez-vous pour Amplitude? Je ne sais pas. C'est pas une question pertinente anyway. Fuck that. Mais, OK, cool. Puis, toi, mettons, comme CPO, tu vas pas. T'es juste dans Looker, genre, ou t'as-tu des dashboards qui sont plus. Tu sais, à quel point tu creuses dans tous ces outils-là, mettons, toi? Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise beaucoup Looker. Donc, en fait, on a une petite équipe data OK, ouais, je me demandais. ouais, on a un data engineer et une Nice. personne qui est data analyst. OK. Donc, on a accès à beaucoup d'informations. Puis, si on n'y a pas accès, on peut aussi faire des demandes. OK. Et on n'est pas si gros. Donc, le turnaround time est vraiment rapide. Oui, Puis, c'est ça. T'auras pas euh, ton dashboard dans l'autre trimestre, là, c'est ça, mettons. Ouais. exact. Donc ouais, on a accès à beaucoup d'informations directement là. Puis Amplitude, c'est plus pour complémenter des choses qui ne sont pas disponibles nécessairement dans Dans Looker. Snowflake. Ouais, Ben, dans, dans le Looker. ben, dans le Looker, dans le fond, ça va représenter des events qui se passent, mais les events vont être comme fired puis enregistrés ailleurs, genre Mhm. dans BD ou. Ouais, exactement. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Snowflake, c'est votre base de données, là. C'est ça? Je suis comme Ouais, pas. exact. Je suis pas à côté de la Terre, que c'est bon, parfait. Ça me rafraîchit sur la stack, c'est le fun en Chris. OK. Fait que là, on a parlé de la compétition, on a parlé du pricing. J'ai le goût qu'on parle d'acquisition. Ouais. T'as mentionné le SEO, t'as mentionné certaines, mettons, intentions de recherche, puis tout ça. Clairement que c'est le genre de produit pour lequel les gens cherchent. Mhm. Fait que j'imagine que c'est peut-être un canal, mais sinon, je voulais savoir les canaux d'acquisition principaux, ça ressemble à quoi, mettons, chez Into? Ouais. Ben, je pense que là où on a une bonne maîtrise, ça va être pour les gens qui savent qu'il y a un problème et ils sont en train de chercher un problème, la Hmm. réponse à ce problème-là. Donc, Product aware, le genre. ouais, c'est ça. Donc, tu peux pas être plus en bas du funnel que Ouais, ça. c'est vrai. Donc, la façon dont on fait ça, c'est ben, du SEM. Donc, si Ok, vous faites du paid aussi, c'est Ouais, on ça? fait du paid. Donc, si tu as quelqu'un qui dit 5 à 100 à Jira, guess what? We show up. Hmm. En paid et en organic. À l'interne, ce monde-là? Ouais. Good. Et ensuite, on a aussi beaucoup de présence sur les marketplaces de nos partenaires. Ouais. Parce qu'en fait, nos clients, c'est une audience, un subset de nos Ouais. partenaires.
Donc, on est sur le HubSpot Marketplace, on est sur le Atlassian Marketplace, sur Trello, Asana, everything. Anywhere, n'importe où est-ce qu'on peut être, on va y être. Mettons, genre au bout des doigts, t'as-tu le marketplace qui vous drive le plus de sign-ups, maintenant? Ouais, c'est Trello. C'est très lourd? Ouais. OK. Notamment parce qu'on a été timé vraiment au bon moment avec eux, dans le sens où ils ont lancé leur marketplace, on a été très vite listé comme un power-up, c'est OK. leur terminologie. Et en fait, ils montrent le nombre de installs sur Ouais. leurs power-ups. Et comme on était au début, puis qu'on était les seuls à offrir le service, ben, en fait, pendant longtemps, on a eu des installs, et puis ça devient plus difficile pour les concurrents de venir, parce qu'ils vont commencer à zero installs, puis Ouais. nous, on en est avec des milliers maintenant. Donc, C'est que t'as comme temporellement nailé ta preuve sociale, puis c'est c'est dur, ça, c'est genre rattraper, c'est tough. OK. exact. Mais c'est comme app certifié, le Power App, mettons? C'est quoi? Non, non, Power Up, c'est juste le nom qu'ils ont pour Ah, les c'est les apps Power Ups. Power Up. Excuse-moi, je m'excuse. Mais ils ont aussi des choses comme Staff Pick et puis C'est ça, je des pensais qu'on featuring, parlait. etc. My Puis bad. là, on est bien plugué aussi Ouais, chez ouais. eux pour faire comme on veut être featured. C'est ça, parce qu'il faut que tu fasses du relationship management. Exact, C'est des partenaires d'intégration que tu dois nourrir. exact. Fait que vous avez du monde, j'imagine, qui On a s'occupe. du monde dédié en Ouais. relation partenariat, puis on fait avec eux des webinars, des blog articles. On va aussi enabler leurs équipes de Ouais. vente, on va équiper leurs équipes de CS pour qu'ils puissent, s'il y a des questions sur est-ce qu'on pourrait faire telle chose, bah, ils pensent tout de suite à Unito. Hmm. Donc, ouais, on a plusieurs personnes qui sont juste là-dessus. Très cool. Fait pour les deals un petit peu plus costauds, avez-vous une petite fonction de vente, genre que Ouais. tu as carrément des reps ou des sales exec, appelle-le comme tu veux, là, qui vont aller voir les plus grosses compagnies, faire des pitchs, tout ça? Ouais, donc en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est il y a le inbound free trial Ouais. qui arrive, c'est des sign-up, ils testent le produit. Quand ils testent le produit, déjà, s'ils ont des questions, on a du support qui est chat-based. Ouais. Et si on commence à scorer, en fait, les usagers basés sur leur product usage et sur leur demographic. Donc, si on voit qu'il y a un fort product usage et un high demographic fit, ils vont partir dans, en fait, une catégorie qui va être flaguée par les ventes pour qu'on puisse aller faire des reach-out Nice. à cette audience-là. OK. Puis, s'il y a des chat tickets où l'équipe de support se rend compte qu'il y aurait un potentiel pour un plus gros type de vente, Mm. ils vont le flaguer aussi à l'équipe de vente pour OK. qu'ils puissent parler avec ces clients-là. Je sais pas si c'est une question que tu peux répondre ou pas, mais c'est-tu dans votre ambition de bouger up-market beaucoup puis d'aller chercher des plus gros clients? Ben, c'est sûr que c'est plus intéressant d'un point de vue financier, mais on ne veut pas nécessairement se couper du PLG. Donc, c'est Exact. plus comment faire cohabiter les deux motions. Ouais. Et puis, c'est là où Ça, on se c'est un trouve. mot de suite C. Emotions. Ta gueule. Non. Ah, c'est le fun. Tu gères le produit, CPO, TVP marketing, donc tu gères aussi le marketing. Mhm. Y a-tu des challenges à gérer les deux? Y a-tu des clashs des fois entre les deux? Mhm. Comment cette harmonie-là se construit, mettons? Alors, est-ce qu'il y a des gros clashs? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des clashs? Je pense qu'il y en a entre toutes les équipes et les tensions, c'est sain. Il ne faut pas nécessairement ne pas en avoir parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression de besoin. Donc, il faut qu'il y en ait. Est-ce que le fait que ce soit moi qui gère les deux, qui est la source de ça? Je ne sais pas, peut-être, je ne pense pas. Mais le genre de situation qui arrivent, elles sont les mêmes, je pense, dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire, bon, bah, on est en retard pour livrer telle feature. Bah, guess what? L'équipe marketing s'était organisée pour pouvoir faire un lancement à telle date. Donc là, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'adapter? Donc, c'est une relation de tension, mais c'est pas,
c'est pas de l'agression, Non, c'est comment est-ce qu'on fait c'est pas pour pouvoir toxique, là. c'est Ouais. comment on fait pour pouvoir dealer avec ça. Tu peux dire la même chose entre, product and engineering. Il y a souvent, des directions qui peuvent être prises, qui sont à l'opposé. C'est comment est-ce que tu fais pour avoir, heu c'est en anglais, c'est, creative tension. Mmh. Donc c'est cette tension qui va faire en sorte que tu peux trouver des solutions qui sont peut-être aussi plus intéressantes que si tu avais été tout seul dans ton coin. Puis, heu, ce qui va peut-être rentrer un peu plus dans le comment on fait pour pouvoir, gérer un équilibre, ça va être, ben, on a un pool d'usagers qui sont, PLG avec un type de, plan donné, qui vont pas nécessairement avoir les mêmes besoins, que, admettons, un client qui va être une grande Mmh. entreprise. Et donc après faire cette priorisation-là, ce relais-là, bah, c'est difficile parce que d'un côté, tu vas avoir du volume et de l'autre, tu vas avoir de la valeur. Et puis, bah, l'équipe de vente, l'équipe de, customer success, bah, ils vont très certainement plus faire de requêtes pour, les grandes entreprises. Mais Ouais. toi, ce que tu vois en tant que product team, ça va être beaucoup plus le volume et puis toutes les requests qu'on va avoir, soit via le chat, Ouais. soit via, Kani parce qu'on utilise, Kani pour une, Fait que tu la même réalité, mais tu vois pas le même segment de la réalité, ouais, dépendamment de quel point de vue tu es dans la compagnie. exact. Puis tu dirais-tu que les product marketers, les PMMs, mettons, aident à ce que tout le monde voit la même chose un peu ou Ouais, ben, c'est sûr que ça c'est une fonction d'alignement. Je dirais que les product managers le sont aussi. fair? Une des choses qu'on a mis en place assez tôt, c'est de faire en sorte que le début des projets ou des initiatives plutôt et les fins soient faites ensemble. Donc ça veut dire que quand on rédige un brief, c'est le même brief en produit et en marketing. Nice. Et donc, en fait, la recherche en amont, elle est faite de façon collaborative. On utilise les mêmes outils. D'ailleurs, on essaye de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de recherche en parallèle et Ouais. qu'on n'utilise pas finalement. Donc, on se met d'accord sur les protocoles de recherche ensemble. Les user interviews peuvent être faites pardon, par des marketeurs ou par des product managers. On Ils vont enregistre vivre tout. dans la même Ouais. Et nice. puis, le brief est donc rédigé de façon collaborative et au moment où après où c'est lancé, c'est aussi fait de façon collaborative. On a un système qu'on appelle le debrief, qui est un certain nombre de semaines ou mois après un lancement Ouais. et le debrief, il est aussi fait en collaboration entre Avec du monde qui vont faire de l'inbound, qui vont faire du marketing non, ça va d'intégration. être product marketing et product manager. C'est bon, qui sont eux C'est des les reps de à l'interne puis un peu plus à l'externe, tu sais. ouais, Fait que puis, oui, exactement. puis une question que j'ai posée à Maxime que tu connais, puis qu'on avait essayé de répondre aussi sur un épisode dans le podcast, un épisode précédent. Ce serait quoi ta définition du product marketing à toi? J'ai comme l'impression que Ouais, ça peut être c'est clusterfuck, là. ouais. Je pense que chacun sa définition, effectivement. Pour moi, le product marketing, c'est vraiment comprendre un marché et savoir comment positionner le produit dans ce marché-là. Puis après, dans ta compréhension, bah, ça peut s'articuler via, du sales enablement, des choses qui vont être faites sur ton site et cetera. Mais la tactique a un peu moins d'importance et ce qu'il faut, c'est fondamentalement comprendre ça, Ouais. parce qu'après ça va informer tout ce qui va se passer en aval. Dans cette optique-là, là, parce que tu sais, on a une agence de croissance avec Grip, là, qui est une petite agence de croissance qu'on a lancée pour aider des SaaS au niveau content, SEO, product marketing, storytelling, ce genre de trucs-là. Mais justement, je pense que les défis les plus costauds en product marketing, j'en parlais à un client potentiel qui sont aussi des amis, puis j'étais comme, tu sais, nous, on peut aider avec plusieurs morceaux du product marketing. Mmh. Mais le cœur, mettons, de comprendre ton marché, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois là, temps plein. Là. Tu sais, il faut que tu sois dedans, là, connecté à la source. Là. 100. Ouais. Je pense que souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent, c'est une embauche qui se fait plus tard dans les cycles de vie des entreprises, Ouais. mais c'est vraiment dommage Mhm. parce que, c'est assez fondamental, en fait. Donc pendant longtemps, c'est le CEO, en fait, qui a cette Ouais. fonction-là. Les founders. Puis... Exact. Ouais. Mais quand tu commences à grossir et puis que le CEO, il fait d'autres choses que tout, il commence à spécialiser lui aussi ou elle aussi, bah, là, il faut assez vite considérer le rôle de product marketing parce que ça te permet encore une fois de cadrer tout ce qui se passe après. Ouais, absolument. Mmh. Puis, côté, ben, tu sais, product marketing, c'est un rôle parmi tant d'autres.
là, vous êtes à peu près 80 personnes. Côté embauche chez Unito, comment ça se passe? Si vous êtes une business de Montréal avec du capital américain, sûrement aussi du capital canadien. Là, Ouais, pour la série B, on a eu Investissement Québec et CDPQ. Cool, ouais, parfait. L'embauche, c'est-tu difficile, challengeant, facile? Tu sais, toi, tu dois être impliqué. En tant que processus ou... Juste en termes de trouver les bonnes personnes, de talent, les faire rentrer assez relativement rapidement dans l'entreprise. Quel challenge tu vis à ce niveau-là? Mais je pense que il y a eu un moment dans le marché où c'était ultra tendu. Et c'était tendu pour tout le monde. Donc, c'était très difficile de recruter bien, avec des ambitions réalistes. Mais je pense qu'on est dans une autre phase du marché en tech. Un petit peu plus équilibré. C'est plus équilibré. Est-ce que c'est difficile? Ben, je pense qu'il faut y investir du temps pour pouvoir choisir les bonnes personnes. C'est du travail. En fait, ça fait partie de ta job. Donc, si tu dis je vais faire ça on the side, eh ben, tu vas pas embaucher quelqu'un de bien, puis tu risques d'embaucher quelqu'un, puis ça va pas être un bon fit. Donc, tout le monde perd du temps. Puis, il y a beaucoup d'effets dominos C'est après des coup. erreurs qui coûtent cher. Combien sur, mettons, une semaine ou un mois ou une année de travail, combien de temps, pourcentage de temps à peu près tu mets côté genre RH, embauche? RH? Non, juste embauche, mettons. Juste embauche. Ben, ça dépend des cycles où on est, s'il y a beaucoup d'embauches ou pas. Fair. Mais je dirais que côté people, c'est à peu près... En général, OK. Moi, c'est peut-être 30 à 40% de mon temps. Quand même, hein, ouais. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu... Là, je sais pas, au scale que vous êtes, j'imagine que des fois, vous avez de l'aide externe aussi. Là. C'est pas... Avez-vous tout le sourcing, recruiting tout à l'interne? Ou... Là, à l'interne, et pour certaines fonctions, on va aller faire appel à des gens à l'externe. Ouais. OK. Quand tu engages une personne de produit, puis même question pour une personne de marketing, y a-t-il des green flags ou des red flags que t'es game de partager, mettons? Ouais, ben, dans les green flags, c'est sûr que pour moi, un truc qui est super important, c'est la curiosité. Est-ce que, c'est une question qu'on pose très fréquemment lors de nos processus d'entrevue, c'est est-ce que tu as essayé le produit? Il est gratuit à essayer. Si tu n'as même pas fait cette job-là. Moi, si t'étais pas allé sur mon site web, là, j'avais les oreilles qui fumaient. Donc, ça commence par là. Exact. Il faut que tu aies la volonté de comprendre, ben, bien sûr, l'entreprise pour laquelle tu es en train de passer une entrevue, mais c'est qui les clients, c'est quoi les use cases. Même si je te parle en tant que product manager, est-ce que tu peux exprimer une proposition de valeur qui est typiquement quelque chose qu'on demande plus à un marketeur? Puis, en fait, tu te demandes c'est quoi la valeur de ce que je suis censé construire, en fait. Donc, ouais, la curiosité, je dirais que c'est vraiment le truc numéro 1. Drapeau vert. Ouais. Drapeau rouge, peut-être? Ben, et drapeau rouge, ça va être l'absence de... Ouais, fait. Je pense aussi que, encore une fois, on est dans une start-up. Il va y avoir des changements. Il faut être à l'aise avec l'ambiguïté. Il n'y aura pas de truc qui va être super bien défini, pré-coupé, pré-mâché. C'est pas possible. Donc, il faut que tu trouves ça excitant. En fait, l'inconnu, l'aventure. Enfin, pour moi, c'est une aventure. Mais pour certaines personnes, c'est un cauchemar. Mais donc, il faut trouver les gens pour qui c'est une aventure, en fait. Dirais-tu que c'est comme une tolérance au chaos, un petit peu? Ou au changement? Ouais, au changement plus que le chaos. Ouais. Je pense pas que ce soit trop chaotique, mais il y a beaucoup de changements. Puis, il y a du changement en interne, il y a du changement sur le marché. Il y a tout le temps des nouveaux SaaS avec qui potentiellement on peut s'intégrer. T'as potentiellement des nouveaux ennemis, des nouveaux frenemies, des nouveaux collègues, etc. Il faut que tu puisses te dire, je rentre dans cette conversation, puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. On peut transposer ce drapeau rouge et ce drapeau vert au marketeur, je pense. Ouais, grave. Je pense que grave. Côté, mettons qu'on fait une petite parenthèse AI, le Generative AI, bon, ça fait 2 ans à peu près là, que c'est all the rage. Il y a des gens qui l'ont inclus dans leurs workflows, il y a des gens qui l'ont inclus dans leurs produits directement. Toi, dans ton rôle, mettons, ça a-tu changé quoi que ce soit? Ouais. De façon personnelle, j'utilise très fréquemment en parallèle ChatGPT puis Gemini. Puis
bon, je vais voir quelle est la différence entre les deux, mais Intéressant, ça. il y a beaucoup de choses que je vais... Tellement de personnes produits, là, faire ça, là. Le A/B test. Ouais. Ouais. Par exemple, une question que j'ai posée hier, ça va être, sors-moi, les, growth rates pour, ces 10 joueurs-là dans les, 5 dernières années. Donc ça me sort un tableau, de customer growth rate, en comparaison, 10 joueurs. Donc moi, au lieu d'aller de façon individuelle, aller regarder dans leur earnings call quelle va OK, fait être... que c'était des publics, c'est ça, j'allais Ouais, dire. c'est Sinon, le des entreprises dataset, publiques, ouais. c'est bon. Donc c'est un temps, vraiment économisé, puis tu peux le multiplier par, il y a beaucoup de recherches dans le métier de, product. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses quand même où tu peux court-circuiter ce qui se faisait avant juste en faisant ça. Ça veut pas dire qu'il faut que tu le prennes pour, de l'argent comptant, mais ça permet quand même de pouvoir, accélérer le Ben oui. processus pour sûr. Puis c'est Puis vraiment cool, juste vite, que tu dupliques ton prompt d'un tool à l'autre pour justement éviter un peu ce taux d'erreur-là, là, de il est en train d'halluciner. Là, Un sans truc la intéressant réponse. que j'ai essayé, entre les 2, ça a été de demander quels sont les outils sur le marché qui permettent de faire de la synchronisation, de SaaS Ouais, et donc de regarder quels sont les joueurs qui ressortent dans ouais, ChatGPT et dans Gemini. ouais. Vous étiez là dans les deux? On n'était In pas là dans mytho. les 2 et donc Ah je suis non? allée voir l'équipe marketing en disant: «Bon, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, apparaître là-dessus?» et Ouais. cetera. Ouais, c'est touché, ça. C'est Mmh. comme du chatbot engine optimization, je sais pas comment le dire. On a Exact. commencé à checker ça un petit peu, puis je pense aussi que t'as comme... Tu sais, tu parlais de ton first mover advantage, d'avoir de la preuve sociale du nombre d'installs que tu avais sur un marketplace, Ouais. parce que tu étais là longtemps. Mmh. Ben, il y a un peu la même affaire, c'est que genre les datasets qui ont été crunchés, excuse-moi, les datasets qui ont été crunchés, s'il y a vraiment plus d'occurrences d'un de tes compétiteurs, mais parce que ça fait 20 ans qu'il est sur le market, Ouais. tu comprends que ça peut être des poids de relevance, puis il va faire sortir ça versus le tien, si le tien est plus... Fait que, écoute, là, genre, citez-moi pas, là, sur tout ce que je suis en train de dire en arrière, Ouais, mais ouais, genre, c'est fucking intéressant, ce côté-là ouais, aussi. absolument. Ouais. Fait Puis que ça, c'est après, ton flow perso, là, ça, c'est comme... mon flow Ouais, perso. Il y a aussi, la façon dont ça change le marché dans lequel nous, on évolue. OK. Donc depuis la nuit des temps, quand, tous ces outils-là ont été créés, leur aspiration est assez fréquemment: «Be the one tool to rule them all». Ouais, La façon de faire ça, c'est d'avoir la donnée. ouais, Donc le sync permet d'avoir de la donnée externe qui vient après de façon native dans ces outils-là. Donc en fait, ça fait que, tu es un first class citizen, en termes de données, alors que ça vient de l'externe. ouais, C'est assez intéressant, et ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus important pour nos partenaires parce qu'ils sont en train de construire des services de AI ouais, sur ces datasets-là. Donc nous, quand on peut dire qu'on peut amener beaucoup plus de données, d'outils qui vivent ailleurs, ça fait en sorte qu'ils ont plus envie de travailler avec nous, fondamentalement, ouais. qu'avec d'autres acteurs sur le marché. Un SaaS qui a juste un user base, une base de données. Ouais. Alors que toi, t'es un SaaS, mais qui a de la donnée sur plein Ouais, de SaaS. exactement. Puis le Très triggers and j'adore ça. actions, tu vas pas avoir le même montant de données et donc en fait, le sync fait en Mm. sorte que tu vas ramener beaucoup plus d'informations qui vont encore une fois vivre de OK. façon native dans ces outils-là. OK. Mmh. OK. Puis, est-ce que... Là, on s'en va vers notre closing, là, Ouais, tranquillement. ouais. Y a-tu des erreurs que t'as faites que t'as le goût de partager, genre des leçons, ou genre quelque chose qui est top of mind, là? Ouais. Bon, comme je te disais, je pense pas que je regrette grand-chose dans ma vie, mais un truc, qui a une anecdote fréquente que je raconte, je suis arrivée au Québec, et 3 semaines après être arrivée, j'étais déjà dans des entrevues avec, des entreprises. Ouais. Puis pour moi, c'était fou parce que en France, c'est pas aussi rapide là. Il y a plus de lourdeur administrative, de ce que Ouais, j'entends. exactement. Donc là, j'en viens pas, je suis déjà en entrevue, c'est trop cool, et je rencontre le CEO Damien Lefebvre, le CEO de William Ouais. et donc on parle, il est vraiment super enthousiaste et cetera. Puis il me dit: «OK, tu fais quoi lundi?» Et on est vendredi. Je dis: «Bah, rien, je cherche une job». Il me dit: «OK, OK, bah, écoute, tu es embauché». Et là,
Pardon? Ah OK, OK. Puis il part, il revient, il me dit: «Tu veux être payé combien?» et et là, je dis le premier chiffre qui me passe par la tête sans savoir en fait quel est le benchmark, quoi demander et il me dit: «OK», puis il est parti et là, je me suis dit: «J'ai pas demandé assez d'argent». Il Ouais, a même pas t'étais eu à comme réfléchir une fraction de seconde. Ouais, non, c'est ça. Mais Ah, t'étais pas dans une position d'équilibre et de «j'ai réfléchi», tu sais, tu comme on the spot exact. vraiment. Mais bon, j'aurais pu être mieux préparée et j'aurais Ah, I pu guess. très certainement mieux m'affirmer dans tout ça. C'est pas grave parce que je suis restée longtemps dans cette agence, j'ai grandi, ça reste, un excellent ami à moi Ouais, OK, good. et ouais et Nice. c'est juste une anecdote rigolote, mais je pense que c'est une bonne chose de savoir quelle est ta valeur. Faut pas faut pas demander trop au point où tu es Ah, tu de on l'air idiot, exactement, gourmand, ouais, mais je pense que de pouvoir bien faire ses devoirs en amont et ouais, de pouvoir après demander ce qui est ta valeur, ouais, c'est un truc que je fais maintenant. ouais. Puis que tu dois respecter quand les gens font pour venir travailler avec toi, c'est Absolument, avec une tour, ouais. ouais. OK. Question off script, ça a été quoi le premier sacre québécois que t'as entendu ou que t'as adopté? Ah, j'adopte pas beaucoup de sacres, Ah non? québécois, non. Parfait. Non, je suis restée sur le putain. Heu, OK, OK. est-ce que j'ai le plus entendu? Je ne sais pas. Lui qui t'a le plus Simonac, Simonac, c'est bon ça. Alright, on va Ouais, pas toutes les passer. ouais. OK, good. Il y a côté difficile puis côté fun. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton rôle en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus fun? Ouais, j'y ai fait un peu allusion. Le difficile, c'était l'univers qui change tout le temps. Hem, Rapidité d'évolution. ouais, c'est, en fait, ça tu as l'impression que ça va même de plus en plus vite. Hem et donc quand tu as envie de construire quelque chose, il faut que tu construises sur là où tu penses que la POC va aller, Ouais. pas là où elle se trouve en ce moment et donc faut prévoir un peu plus de façon directionnelle où est-ce que les choses vont, puis comment les anticiper pour être right time, right place. Mmh. Donc bah, il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, c'est certain. Mais je trouve que c'est le fun aussi de pouvoir faire ces tests-là et avoir la capacité de le vivre, en fait, tout simplement, OK. en équipe. En équipe. Mmh. Hem, un petit peu plus philosophique, mais y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée dans les 5 dernières années? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels j'ai changé, Parce qu'il y a plein de trucs là, évidemment, Ouais, sûrement. ouais. Heu, je pense que au début, je pensais vraiment qu'il fallait que tu sois passionné par, le sujet en tant que tel. Intéressant. Hem, admettons, tu sais, j'ai travaillé chez Lancôme et donc, tu sais, aimer les crèmes, le maquillage et cetera et en fait, c'est sûr que je me suis beaucoup détachée de ça. Pas pour dire que ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il faut que tu comprennes super bien ton marché, tes clients et cetera. Mais je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir une super équipe, de s'entendre bien, Mmh. au travail, de vouloir être là tous les jours. Et souvent, c'est pas dans une industrie où tu vas te dire que, c'est super glamour pour toi, Ouais. il faut que tu rencontres les gens, en fait, tout simplement, puis que tu te dises: «Ouais, je me vois là, puis je pense que je vais avoir du fun avec cette gang-là». Mmh. Mmh. Ça résonne fort, j'aime ça. Hem, y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team? Moi, le seul commentaire que je dirais, c'est, j'ai découvert ça se passe parce que tu as reach out. Heu, hem, c'est dommage, en fait, que je ne savais pas nécessairement que ça existait avant. Puis, du coup, je suis allée regarder le contenu et cetera, seulement une fois que tu as fait cette démarche-là. Ouais, Donc, j'ai pas vraiment de recommandations à te faire, mais peut-être de voir comment faire pour qu'il y ait un peu plus de visibilité, de notoriété, pour que, 100%. ça puisse être plus connu, quoi. 100%, c'est sur la roadmap, tu comprendras. Ça fait presque un an bientôt. Ça fait même pas un an que ça existe encore, puis on a des bons, signaux d'adoption du marché, puis on continue. Bravo. Vraiment, vraiment, vraiment. Cool, je le prends. Ouais. T'as-tu des shameless plugs? Ouais, alors on a fait plein de lancements, récemment chez Unito. Des nouvelles fonctionnalités, mettons?
Ouais, donc on a lancé pas mal de nouvelles Ah oui. intégrations. On a lancé, j'en ai parlé, ServiceNow, on a lancé Snowflake, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Xero. Je pense que j'en oublie. Ah oui, MySQL, Postgres. Donc, ils viennent juste d'être lancés. On a besoin de feedback. Super. Puis pour C'est pouvoir supporter ça, unito.io. unito.io, ouais. Puis c'est ça, il y a un test gratuit pendant 14 jours. OK. Fait que si le monde veut aller jouer, ben c'est clair que ces tools-là, plein de ces tools-là sont utilisés dans plein des SaaS qui écoutent. Fait que si ça vous tente d'aller jouer, puis de donner du feedback à Vanessa et sa team, ce serait cool. Ouais. T'as-tu des jobs ouverts, des openings aussi ou... Ouais, on a un rôle de PM, on a un rôle de SDR et on vient de closer un dev. Donc, OK. c'est ça. Cool. Mm. Parfait. Si vous appliquez, n'oubliez pas de dire que c'est ça se passe qui vous envoie. Écoute, les gens peuvent t'écrire sur LinkedIn. Absolument, avec plaisir. C'est Vanessa Bernard Dreyfus. Ouais. Je l'étudie bien. Ouais, c'est Ouais, parfait. OK, parfait. En fait, pour la petite anecdote, en France, quand tu te maries, tu changes de nom. Donc, OK. mon mari s'appelle Bernard, mais mon nom de jeune fille, c'est Dreyfus. OK. Et donc, Parfait. j'ai changé, je me suis mariée, puis je suis venue 6 mois après ici, donc j'ai changé 2 fois de nom en moins d'1 an. Voilà. Écoute, je suis content que tu sois venu ici parce que c'était une des meilleures discussions que j'ai eues depuis un bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois le bail qui se passe aux nouvelles.